Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre la voix de ceux qui font le marché du programmatique en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par Opti Digital and Smile Wanted, avec pour partenaire média Redcard, partenaire opérationnel, le MBA spécialisé Digital Marketing et Business de l'EFAP. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant: comment garantir la performance publicitaire à l'ère du cookie-less. Entre consentement, mesures et performance publicitaire, la disparition des cookies tiers fait débat dans le milieu de la publicité digitale. Les entreprises de la tech doivent ainsi faire preuve de créativité afin d'en limiter les impacts négatifs sur les campagnes publicitaires. Afin de mieux comprendre les enjeux de la performance publicitaire dans un monde sans cookies tiers, nous demanderons à nos invités si la fin des cookies annonce la fin de l'open auction dans les transactions programmatiques, quelles sont les technologies pour compenser la baisse de performance publicitaire dans un monde sans cookies, comment, à l'avenir, la performance publicitaire au sens large pourrait éventuellement être menacée sur le marché. Pour en discuter, Olivier Métier de Zeotap, Gary Habitant de Smile Wanted, Amanda Iadaden de Shopping Factory. Bonjour Amanda. Bonjour. Bonjour Olivier. Bonjour. Bonjour Gary. Bonjour Michel. Bienvenue donc sur le plateau de The Programmatic Society. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est un petit peu brûlant pour tout le monde sur le marché publicitaire. Bien sûr, on parle beaucoup de cookie-less. On a beaucoup parlé de cookie-less en ce qui concerne l'opérationnel, la dimension légale, réglementaire. Mais depuis que le cookie-less est en place, il y a un certain nombre d'observations qui font craindre pour la performance publicitaire, d'où cette question, comment garantir la performance publicitaire à l'ère du cookie-less, d'où cette première question, et Amanda, je te demanderai d'y répondre en tout premier lieu, ensuite ce sera à toi Gary, et tu ponctueras Olivier. Quand on parle de garantie de la performance publicitaire à l'ère du cookie-less, ça veut dire quoi ? Alors, je pense qu'il est important d'abord de redéfinir ce qu'est le cookie-less, puisqu'aujourd'hui, on ne parle pas de la disparition entière du cookie, on parle de la disparition du cookie tiers. Donc, c'est important de le mettre en place. Apple a été quand même précurseur en 2017, puisqu'il y a eu la disparition du cookie tiers sur Safari. Donc, aujourd'hui, c'est au tour de Google en 2022. C'est vrai que la majorité du trafic passant par Google, c'est une vraie question. Et puis, je pense qu'il faut aussi peut-être reformuler la question, puisqu'on se dit finalement, est-ce que c'est la disparition du cookie tiers tel qu'on le connaît, qui est le cookie cross-éditeur sur les navigateurs web, ou est-ce que c'est la disparition du cookie dans sa globalité, j'ai envie de dire, puisque aujourd'hui, avec les dernières annonces, notamment d'Apple avec donc l'ATT, App Tracking Transparency, mais également il y a quelques jours, on a appris que Google tendait à rejoindre finalement le chemin avec le fameux bandeau de cookies sur le système applicatif. Une autre question qui me vient à l'esprit, c'est finalement, est-ce qu'on parle de la disparition déjà du cookie tiers en tant que tel, ou de la globalité du cookie, qui est une réelle question et un réel enjeu aujourd'hui. Maintenant, si on vient à faire le lien avec les performances, effectivement, le cookie nous permettait de suivre le parcours de l'utilisateur et, in fine, de mesurer les performances. Donc, si on parle de métriques et de KPI purs à la performance, c'est vrai qu'on se dit que finalement, ça tend à disparaître, puisqu'on n'aura plus le fameux ROAS tant attendu. On n'aura plus peut-être les métriques vraiment liées à la performance, telles que le reach, le capping que nous suivons en tant que trader, etc. C'est vrai que toutes ces métriques-là ont fait un petit bond en arrière. Après, si on parle de performance pure digitale, nous, en tant que trader, on continuera bien évidemment à proposer des campagnes à la performance, ne serait-ce que pour suivre des indicateurs liés à la création. Typiquement, demain, je continuerai à faire une campagne vidéo basée sur mon taux de complétion, donc qui est quand même de la performance et à la création. Donc effectivement, donc la question, si on la reprend, finalement, garantir la performance à l'ère du cookie-less, ça veut dire quoi ? Ça veut simplement dire qu'il va falloir se réinventer.
trouver effectivement des alternatives, des solutions pour à la fois remettre finalement l'internaute au centre du jeu, j'ai envie de dire, mais également proposer aux annonceurs des campagnes toujours liées à cette fameuse performance. Merci Amanda. Alors tu viens entre guillemets de scander un slogan, se réinventer. Alors de ton point de vue Gary, garantir la performance publicitaire à l'ère du cookie-less, selon toi, ça veut dire quoi? Alors pour compléter ce que disait Amanda, j'aimerais bien redéfinir qu'est-ce que la performance à ce jour. De façon très globale, la performance, c'est avant tout assurer un ROI, un retour sur investissement pour un annonceur. Pour 1 euro investi, un annonceur s'attend à x2, x3. Mais le problème, c'est que sans les cookies, la plupart des leviers digitaux vont être impactés. Par exemple, le retargeting, l'affiliation ou le RTB, c'est les grandes questions qu'on se pose aujourd'hui. Quel sera le niveau d'impact sur ces leviers? Et pour quelles raisons? Pour 2 raisons. Comme le disait Amanda, déjà, la perte de cookies, c'est une perte du tracking utilisateur. Donc, la question qui se pose, c'est comment savoir que la publicité qu'on adresse s'adresse à la bonne cible, est adressée à la bonne cible. Première raison. Et la deuxième raison, c'est la perte du tracking utilisateur post-impression. Comment attribuer une conversion ou un achat à un levier ou à une stratégie média. Il y a des solutions qui sont déjà en discussion et qui sont déjà bien avancées sur le marché. Et en quelques mots, pour garantir la perf aujourd'hui, il va falloir utiliser des solutions alternatives ou complémentaires de performance cookie-less. Et il y en a 3. Donc la première, c'est le ciblage d'ID via la first party data. La deuxième, c'est les ciblages d'inventaire. Ce qu'on entend beaucoup sur le marché, c'est les curated marketplace. C'est toutes les analyses, toutes les technologies qui permettent d'analyser les pages et les emplacements. Et la troisième, les ciblages contextuels et sémantiques. Merci Gary, ça a au moins le mérite d'être clair en termes de réinvention potentielle, puisque effectivement tu es assez complémentaire au constat d'Amanda et tu commences à apporter des solutions à travers ces 3 types de ciblage, je les rappelle, ciblage via l'ID, le curated marketplace, tout à fait. C'est ça. Je découvre en même temps, donc j'apprends, je suis là aussi pour ça. Donc ciblage, une sorte de ciblage d'inventaire, c'est bien ce que exactement. tu as. Et également, enfin, tout ce qui tourne autour du ciblage contextuel. J'allais dire, et encore mieux, sémantique. Et sémantique, voilà. Puisque la différence entre le ciblage contextuel, ça je le sais, entre le ciblage contextuel et le ciblage sémantique, c'est que le ciblage contextuel va s'apparenter plutôt à des mots, alors que le ciblage sémantique va s'intéresser à l'ensemble du texte et à la tonalité du texte. Parler de Covid, ça peut être aussi bien négatif que positif. Le contextuel n'arrivera pas à faire la différence, le sémantique, oui. Il y en a qui disent, c'est un peu comme dans une salle, le contextuel, on voit quelques pointes de lumière, le sémantique, on voit toute la pièce allumée. Voilà. Merci en tous les cas, Gary, pour ces précisions. Alors, de ton point de vue, Olivier, après l'incantation pour plus de réinvention et la précision donc de la part d'Amanda et la précision autour des ciblages de la part de Gary, de ton point de vue, garantir la performance publicitaire à l'ère du cookie-less, de ton point de vue chez Zeotap, Olivier, ça veut dire quoi? On avait un système qui était finalement assez simple, assez simple. Pas si simple que ça, j'en conviens, mais qui était très élaboré d'une part. C'est quand même un système, l'intelligence humaine a montré dans le domaine de la publicité sur Internet qu'on pouvait pousser les choses très très loin, mais quand même simple en termes d'identifiant, avec un identifiant facilement réconciliable, etc. Moi je pense que la réinvention, elle passera par peut-être quelque chose qui est plus compliqué, mais on continuera d'avoir des identifiants, mais on n'aura pas un seul identifiant. Donc on aura des composés d'identifiants. Je reprends ce que disait Gary. Pour moi, le point de base, c'est la first party data qui pour moi est critique. Les annonceurs, les éditeurs, l'ensemble de la chaîne doit se renforcer sur les first party data. Parce que comme tu le disais exactement, il continuera d'y avoir aussi des first party cookies ou on va dire des first party ID. Allons-y simplement. Et je pense que ça, c'est un point qui est extrêmement important. La réinvention, elle passera aussi par le fait, on parlait tout à l'heure de l'internaute, remettre l'internaute au centre du dispositif.
moi, je vois mal l'internaute se satisfaire d'une publicité qui puisse être une publicité complètement générique, qui soit pas du tout en contexte, qui soit pas du tout pertinente pour lui-même. Donc, alors, j'ai pris un exemple. J'ai un âge particulier, mes cheveux blancs en témoignent. Bienvenue au club. Quand je reçois ce matin des pubs pour des couches culottes, et c'est vrai, hein, c'est véridique. J'avais un exemple hier aussi, mais j'en ai eu un nouveau ce matin. Je reçois soit je suis grand-père, et là, j'ai 3 filles. Tu n'es pas pressé, tu n'es pas pressé. Je ne suis pas forcément pressé. Pas moi, en tout cas. Non, on arrête. Soit c'est complètement à côté. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui m'agace. Et du coup, j'ai tendance à ne plus aller sur ce site ou ne plus aller sur ce site de l'éditeur ou à blacklister l'annonceur. C'est quelque chose qui est vrai aujourd'hui avec mon cookie, mais ce sera vrai l'an prochain, moi, en tant que consommateur. Donc, first party data, des identifiants, une composée de différents identifiants, et puis des systèmes d'intelligence. Ce qui s'est passé, on va passer au monde de l'intelligence artificielle, le contextuel, le sémantique, toutes ces technologies-là vont au final réussir à faire en sorte, on va prendre un chemin, pas forcément un bond en arrière, un pas en arrière pour moi, et puis repartir sur un autre chemin. Pour mieux sauter, oui, tout à fait. Comme disait MC Solar, pour prendre de l'élan, il faut savoir prendre du recul. Je ferme la parenthèse. Deuxième question, qui est un peu une sorte d'enchaînement de tous ces événements autour justement du cookie-less. Est-ce que la fin des cookies, c'est la fin de l'open auction dans les transactions programmatiques? Tu es tradeuse, Amanda. Quel est ton avis sur ce type peut-être de fantasme qui n'en est pas un? Enfin, toi, tu vois tous les jours les performances et l'implication que ça a opérationnellement dans la mise en place du trading que tu peux faire dans l'écosystème programmatique. Est-ce que pour toi, la fin des cookies, c'est la fin de l'open auction? Il faut quand même rappeler que l'open auction représente aujourd'hui 70% à peu près des investissements publicitaires. Donc c'est quand même dominant, on va dire, aujourd'hui sur le marché du programmatique. Même si on voit de plus en plus le programmatique garanti prendre le lead et avancer quand même. Donc c'est vrai qu'à l'ère du cookie-less, on tend à penser que le programmatique garanti va quand même prendre encore de l'avance parce que finalement, on va se retrouver avec des problématiques où l'annonceur va vouloir s'assurer un cadre de diffusion, mais en plus de ce cadre de diffusion-là aussi, il va quand même chercher à avoir de la performance. Donc ça c'est indéniable. Et aujourd'hui, il va falloir, je pense, valoriser plusieurs solutions qu'on a sur le marché et plusieurs acteurs, tels que, je vais citer quand même SmileWanted, on va dire, aujourd'hui, qui dont le métier est d'évaluer finalement la pertinence de pages web à travers un système de scoring, etc. Et qui permet finalement de ne pas diluer ces investissements publicitaires. Donc oui, je pense que d'un côté, de par la force des choses et par rapport à l'offre et la demande, on va voir la part du programmatique garanti augmenter. Mais il faut quand même rappeler que l'open auction, ça reste quand même la base du programmatique, quand même, et qu'avec ce fameux ciblage contextuel, dont on parlait aussi tout à l'heure, on va quand même toujours, enfin le programmatique, l'open auction va toujours exister et passera justement avec le contextuel. Donc on revient peut-être à aussi une notion de one-to-many, j'ai envie de dire, plutôt que le one-to-one que permettait le ciblage individuel précis, finalement. Donc pour moi, voilà, je vois la part grandissante quand même du programmatique garanti, mais je pense que l'open auction a toujours ses années devant elle. Donc ce que je note, c'est open auction toujours là, mais plutôt sur un ciblage, on va dire, une sorte de ciblage via des échantillons d'audience plutôt qu'un ciblage individualisé aussi performant qu'auparavant. C'est ça. Merci Amanda. De ton point de vue, Gary, est-ce que la fin des cookies, c'est la fin de l'open auction dans les transactions programmatiques? Alors pour le coup, je ne serais pas là si c'était la fin. Je ne suis pas là pour faire une oraison funèbre. Tout va bien. Donc techniquement parlant, c'est vrai que les traders pourront toujours acheter l'open auction. Ça, c'est le problème n'est pas là.
C'est plus la complexité va arriver plus avec les traders médias qui vont jusqu'à présent ils activaient donc de la data de leur côté sur leur DSP et les campagnes tournaient et ça performait. Demain avec le cookie-less, la data en tout cas la data cookie n'aura plus lieu et il faudra en fait mixer une stratégie sur 3 piliers qui sont donc le ciblage de first party data, le ciblage d'inventaire qualifié et troisièmement, si on le souhaite, des ciblages contextuels et sémantiques. Par contre, pour les traders, cette nouvelle façon de faire va être plus complexe et va engendrer donc plus de temps passé derrière leurs écrans, derrière leur DSP pour essayer d'optimiser. Donc, un petit peu pour faire une contrebalance, si l'open baisse, qu'est-ce qui monte à votre avis? Les private deals. Et donc le fameux contextuel qui est souvent à l'intérieur du private deal ou ça peut être complètement autre chose? Alors pas tout le temps. Moi je pense que les investissements open pourraient fortement basculer vers les private deals pour 3 raisons. Un gain de temps pour les traders, un gain d'efficacité et aussi des garanties de performance. Donc pour répondre à tes questions, Michel, il y a 3 briques. Aux traders de choisir quelles briques ils vont utiliser. Est-ce qu'ils utilisent les 3? Est-ce qu'ils en utilisent qu'une seule? À eux de voir par rapport aux annonceurs qui gèrent. Quand tu parles de briques, c'est les types de ciblage? Oui, tout à fait. Donc, je les rappelle, ciblage d'inventaire, ciblage sémantique contextuel, j'en ai peut-être oublié. Et ciblage d'ID via la first party data. Exactement. Merci Gary pour ces précisions. De ton point de vue, Olivier, la fin des cookies, c'est la fin de l'open auction dans les transactions programmatiques. De ce qu'on entend, c'est non. Mais il va y avoir une sorte... on va aller vers le moins bien en termes de précision, d'une certaine manière. Sauf s'il y a des alternatives, et on en reparlera juste après, justement. Je pense effectivement qu'on va redéfinir, les équilibres vont se redéfinir. On va passer par une phase intermédiaire, une phase d'apprentissage. Tout système humain, on passe par une phase d'apprentissage. J'ai l'impression d'être un peu le philosophe de l'audience. On en a besoin, ça s'appelle society, donc on parle de la société. Mais il y a toujours une période d'apprentissage, il y a aussi une peur du changement, une peur de l'inconnu et une peur de effectivement ce qui va se passer l'an prochain. Parce que là, on a parlé de beaucoup, Google a annoncé déjà... a collecté pas mal de feedback par rapport à sa décision, a proposé pas mal de solutions diverses et variées, des solutions qui ont été retoquées sur nos géographies européennes, d'autres solutions qui ont été prises. On a appris des nouveaux noms aussi, des nouveaux mots, des cohortes. Moi, j'avais jamais vu beaucoup de cohortes dans ma vie, mais maintenant, je sais ce que c'est qu'une cohorte, donc on a appris des nouveaux noms. Donc, redéfinition, une phase intermédiaire, une redéfinition des équilibres. Je pense que l'open auction va continuer, mais avec des nouvelles devises. La devise qui était le cookie, le nombre de cookies, les cookies comme devise et donc le nombre de cookies pour l'évaluation, derrière va être de nouveaux identifiants, sauf qu'il y aura des identifiants chez EOTAP, des identifiants d'autres acteurs sur le marché, des identifiants de first party data, des bons vieux emails, entre guillemets. Qui fait un retour en force, on a fait une émission mais sur qui ce fait un retour en force. Alors même si on peut avoir chacun beaucoup d'emails, donc là se pose la question de réconcilier les différents emails. Redéfinition, rééquilibrage. Après, je pense qu'il y a un point clairement sur la first party data. Moi, c'est ce en quoi je crois. Si les annonceurs, alors c'est annonceurs comme éditeurs, prennent conscience, comme ils prennent conscience à la vitesse à laquelle ils prennent conscience de la valeur de leur first party data, je pense qu'il y a un moment où on comprendra l'intérêt de pouvoir cibler sur ces first party data et donc de s'allier avec quelqu'un qui a des bonnes first party data en face. Le point, c'est que c'est du many to many, si on prend en informatique. Et du coup, c'est difficile, quand on est tout seul, de gérer beaucoup.
et quand on est tout seul de l'autre côté, de gérer beaucoup de l'autre côté aussi, de la même manière. Donc nécessairement, on reviendra sur un système, on aura besoin d'intermédiaires sur ce sujet-là pour faire en sorte d'optimiser les résultats, parce qu'au final, la métrique sera la même, retour sur investissement. Merci Olivier. Petite digression, tu as dit qu'il faudrait bien, entre guillemets, gérer sa first party data et s'associer avec un autre partenaire qui a une très bonne first party data. Est-ce que ça veut dire que c'est l'émergence du business autour de la seconde partie data qui, je le rappelle, est le fait qu'un annonceur, par exemple, associe sa data avec, par exemple, un éditeur. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui pourrait... et ça va faire une transition avec la troisième question, justement. Alors, c'est un sujet qui est... chez nous, c'est un sujet qui est de forte actualité. D'accord. Qu'on le revoit, on voit arriver en ce moment sur tous les acteurs de l'ensemble de la chaîne. Donc que ce soit les trade desks, que ce soit les agences, que ce soit des annonceurs, que ce soit des éditeurs, cette volonté d'échanger, parfois de monétiser, souvent de monétiser, premièrement, première étape, on va commencer par ça, de renforcer, deuxièmement, de monétiser, et puis dans le but d'échanger de manière la plus large. Donc ça, moi, je pense que ça va revenir extrêmement fort. On l'avait connu avec les DMP il y a, on va dire 4-5 ans, j'ai dit le gros mot, il y a 4-5 ans. Ça revient en force maintenant, mais de manière beaucoup plus structurée, parce qu'on comprend l'importance de la first party data. Merci Olivier. Alors justement, on parle d'alternatives, on a parlé d'alternatives opérationnelles, on va dire ça comme ça. D'après vous, si on parle cette fois-ci au niveau des technologies, quelles seraient les technologies qui pourraient compenser la baisse de performance cette fois-ci, la baisse de performance publicitaire à l'ère du cookie-less? Et j'allais dire, Amanda, tu es au premier chef, au premier rang de cette préoccupation, et sans doute dans tes observations, tu as pu voir un certain nombre de technologies qui peuvent compenser, même si on a une sorte de moins-disant culturel en termes d'information autour des cookies et des informations utilisateurs. Mais est-ce que quand même tu as vu des technologies qui pourraient compenser cette baisse de performance publicitaire? Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a plusieurs alternatives qui existent, puisque on a parlé déjà du ciblage contextuel, on parle aussi des cohortes, puisque Google a parlé de sa fameuse Privacy Sandbox, qui permet en fait de catégoriser finalement des individus selon leur comportement ou appétence, etc. Mais moi, je crois, en tout cas dur comme fer, à la vision à l'individu, vraiment. Donc pour moi, aujourd'hui, la meilleure finalement solution, ou la solution la plus pertinente sur le marché, c'est le fameux identifiant individuel, finalement ce fameux ID, qui n'est autre qu'un ID tiers finalement, qui remplace finalement le cookie tiers. On est sur un ID tiers qui pour moi semble être la meilleure solution aujourd'hui. La seule question qui va finalement se poser, c'est est-ce qu'on sera prêt à horizon 2022 à affronter cet enjeu technologique? C'est finalement la vraie question, puisque les tests sont encore en cours actuellement. Donc, est-ce qu'on sera prêt? Finalement, il y aura peut-être un délai aussi entre cette fameuse mise en place d'ID, entre les différents acteurs, etc. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit que tous les acteurs du marché, finalement tous les protagonistes, que ce soit DSP, SSP, éditeurs, DMP, voilà, je veux dire aussi finalement tous les noms, qui aujourd'hui se rejoignent sur un même projet, qui est finalement de retrouver cet ID, parce que cette vision à l'individu, elle est primordiale, complètement. Donc finalement, on va peut-être devoir s'adapter pendant un certain moment. Nous, moi en tant que tradeuse, du moins pour mon métier au quotidien, ça va être aujourd'hui chez Shopper Factory, qui est trading desk de médias performance, ça va être de trouver aussi des solutions, puisqu'il y en a encore, d'autres solutions de ciblage. Je parlais par exemple de point of interest, de rester sur la fameuse géolocalisation, etc., pour concilier, faire des campagnes digitales. Et vu qu'on est partenaire aussi avec différents cabinets d'études, faire du offline et du online en magasin pour avoir cette vision 360 et proposer aujourd'hui aux annonceurs finalement des campagnes toujours à la performance, puisqu'on reviendra toujours sur le ROI ou ROS, etc. des campagnes, et c'est ce qui est le plus important aujourd'hui. Donc trouver des solutions alternatives pendant ce fameux délai, tout va se mettre en place finalement. Je pense que c'est la meilleure solution, et pas oublier que, en tout cas, nous, en tant que traders, j'ai envie de dire, le plus important, c'est d'accompagner nos annonceurs. Et d'un côté, éduquer l'internaute de l'autre côté, mais surtout accompagner l'annonceur à toujours proposer des campagnes à la performance, parce que lui, ce qui lui importera finalement, c'est la perf à la fin.
Merci Amanda. De ton côté, Gary, Amanda vient de nous évoquer que pour elle, la technologie, ou en tout cas les technologies qui pourraient compenser cette baisse de performance sont les technologies qui permettraient de générer de l'identifiant, et si possible, si ça pouvait être un identifiant qui soit le même pour tout le monde. Ça, c'est encore notre débat. J'en sais rien, je pose la question, mais peut-être que je me le droit. Non, mais voilà, mais je suis là pour apprendre. Mais on n'a pas le droit de faire ça. Donc, question justement, c'est quoi les technologies qui pourraient compenser la baisse de performance? Et ce serait très intéressant par rapport à ma remarque, qui est une remarque de néophyte qui en fait joue le rôle de néophyte. Ce serait important justement que tu expliques pourquoi, juste après Olivier, pourquoi c'est interdit d'avoir ce fameux identifiant universel, entre guillemets. De ton point de vue, Gary, donc les technologies qui pourraient compenser la baisse de performance. Alors, pour prendre un petit peu la suite de ce que disait Amanda, alors il y a plusieurs batailles, hein. Bien sûr il y a la bataille de la first party, qui fait partie, en tout cas qui est travaillée via des technologies comme Zeotap ou comme vous, en tant que trading desk, vous faites des rapprochements entre donc, les données first party et votre trading desk pour essayer de toujours bien cibler. Mais en plus de ça, nous on voit une réelle opportunité pour des technologies comme les nôtres, qui sont très axés sur ces ciblages d'inventaire et de contexte. Donc aujourd'hui, on en voit plusieurs qui sont en train de sortir sur le marché, qui ont le vent en poupe. Mais ce qui est important à noter, c'est qu'on va devoir tous se tenir la main. On va devoir être complémentaires sur nos différentes technologies pour pouvoir toujours assurer des niveaux de performance élevés. Donc, ce qui est important, c'est la bonne combinaison de ces technologies qui sera mise en place par les traders. Et à citer quelques noms de technologies que je vois, déjà Shopper Factory, avec qui d'ailleurs on travaille très bien parce qu'il y a une complémentarité entre leur DSP, leur data et notre technologie de ciblage d'inventaire de qualité. C'est votre propre DSP chez vous? Non, on utilise le DSP du marché. Ok. Il y a également des technologies comme Moat, Smile Wanted, IAS, qui permettent aux traders qui utilisent des DSP de toujours améliorer leur qualité d'achat d'inventaire. Cependant, il y a un point à noter, c'est que programmatique veut dire transaction via des DSP. Et ce qu'on remarque sur le marché, c'est que les technos qui arrivent sur le marché, des technos contextuels, souvent vont être en manage. Donc manage, c'est-à-dire vont pas être intégrés dans les DSP directement. Et ça, pour nous, chez Smile Wanted, par exemple, nous on parie plus sur une intégration avec les DSP ou une activation via les DSP par les traders, ce qui permettra de maintenir un niveau de transparence pour les annonceurs de façon optimale et aussi de maintenir un ROI élevé pour les annonceurs et les agences. Ça voudrait dire que c'est au DSP aussi de jouer leur rôle de partenaire, faire partenaire, FAIR, pour justement cette fameuse intégration. Exactement. Pour éviter le manage. Exactement, voilà. Donc l'appel est lancé à Xander, Google et consorts. Ok, c'est noté. D'ailleurs, on est en discussion avec certains déjà. Le but, c'est de toujours faciliter le travail pour les traders en maintenant toujours ces niveaux de performance dont les annonceurs sont habitués depuis toujours. Merci Gary. De ton point de vue, donc Olivier, donc j'ai fait une très grosse erreur en parlant, j'assume, d'ID qui serait une sorte d'ID universel, et tu m'as dit c'est interdit. Alors c'est une petite digression, mais qui j'espère est en rapport avec cette troisième question, qui sont quelles sont les technologies pour assurer la performance, pour compenser la baisse de performance à l'ère du cookie-less. Si on simplifie, hein, le cookie qui était le même du début jusqu'à la fin, quels que soient les différents acteurs et qui était passé entre les différents acteurs, c'est justement ce qui doit s'arrêter, ce qui va s'arrêter début de l'année prochaine. Ça s'était arrêté, alors on dit que ça doit s'arrêter l'année prochaine, mais ça a déjà été arrêté depuis pas mal de temps dans l'univers Apple.
au niveau du cookie, ça s'arrête sur les identifiants, les MAID, les IDFA, donc l'identifiant du mobile device, du dispositif mobile. C'est difficile de parler tout en français. C'est du créole. Certains browsers. C'est du créole programmatique. On va dire que donc ça, on pourra plus le faire mécaniquement. Et je pense que c'est plutôt pas mal, puisque nous parlons entre professionnels et on se dit oui, c'était plus simple avant, etc. Après, en tant que consommateur, on se dit ouais, finalement, c'est pas plus mal. Donc tous les consommateurs se le disent. Et au final, c'est le consommateur qui achète et c'est grâce au consommateur qu'on a un retour sur investissement. Donc si on peut le satisfaire et redevenir consommateur centré sur le consommateur, on va aller dans le bon sens. Est-ce que le point, c'est cet aspect. J'aimais bien, tu disais réconcilier tous les acteurs doivent travailler la main dans la main. Je sais pas, je crois que vous l'avez dit un peu tous les deux. Mais c'est ça le challenge. Et là où on pouvait travailler, peut-être pas forcément chacun dans son silo, parce que c'est un peu facile de dire chacun dans son silo, mais chacun dans son domaine, en se reposant sur un système unique, donc le simple dont je parlais tout à l'heure, les silos vont devoir se casser. Il va y avoir une période d'adaptation, c'est clair. Une période où il y aura une baisse peut-être du ROI, mais il y a beaucoup de tests qui sont lancés. Il y a beaucoup de gens qui avancent fortement en ce moment. Moi, je vais donner quelques cas. Le côté identifiant universel, cette nouvelle devise, alors, nous avons une solution qui s'appelle ID Plus chez Zeotap. On a signé avec Prisma, on a signé avec Webedia, qui génère sur son inventaire des identifiants, des identifiants ID Plus sur cette nouvelle devise dont je parlais tout à l'heure. C'est valable en France, c'est valable en Allemagne, c'est valable en Espagne. On a signé avec Universal Editorial, il y a Unidad Editorial, pardon. Là, je passe en espagnol. Unidad Editorial, il y a quelques temps. Je vais devoir continuer à monétiser mon inventaire. Je le ferai via des identifiants universels. Et puis, il y a des annonceurs qui s'y intéressent fortement. Et en ce moment, on est dans une période de test. Et de test avec l'ensemble des différents acteurs de la chaîne. Et c'est là aussi où tout le monde apprend à travailler ensemble. Annonceurs, éditeurs, des SSP, DSP, des agents sur tout ce sujet-là, pour voir quel va être l'impact de ce cookie-less et pour voir quelle peut être la valeur ajoutée de ces identifiants universels. Eh bien, sur la base de ce qui vient d'être dit sur cette troisième question, je lance un appel pour la création non pas de l'Organisation des Nations Unies qui existe depuis les années 40, mais pour l'organisation des AdTech Unis au service de la performance publicitaire client-centric d'une certaine manière. L'OADU. Ça serait l'OATU. Bon, c'est pas très marketingment parlant pour travailler. On a besoin un peu de marketeurs autour de cette table. Voilà. En fait, on est très très en retard. J'en arrive à ma toute dernière question, mais c'est extrêmement intéressant et je vous remercie en tout cas d'avoir été extrêmement précis sur, bien sûr, les constats, mais également sur les solutions possibles. J'ai vraiment une dernière question en un mot. L'avenir de la performance publicitaire sur Internet est-elle menacée ? Alors, comme on a dit, je vais faire une phrase, je ne vais pas faire un mot peut-être, mais du coup, on assiste à un renouveau et je dirais, allez, on va dire 2 mots, nouvelle ère. Nouvelle ère dans l'univers programmatique, puisqu'il y a des solutions, plusieurs, puisqu'on les a citées sur le marché. Donc, il va falloir... nous, en tant que traders, accompagner nos annonceurs. Toutes les technologies s'allier et s'associer, comme on le disait précédemment. Et pour moi, c'est pas une menace. Du moins, je ne le vois pas comme une menace. C'est une nouvelle contrainte technologique, finalement, mais qui nous permettra d'avancer et puis d'écrire une nouvelle histoire. Merci, Amanda. En 2 mots, si possible, Gary. C'est quoi est-ce que l'avenir de la performance publicitaire sur Internet est menacé ? J'ai envie de dire, ça aurait pu. Mais en fin de compte, on voit qu'il y a une émulation dans le marché du digital et de la pub entre les éditeurs et les technos depuis des années. Cette émulation permet de se réinventer sans cesse, de s'adapter à toutes ces contraintes qu'on a depuis des années et en maintenant toujours ces performances-là. Et finalement, j'ai envie de dire, l'ère du cookie-less est peut-être en fait un bénéfice pour les annonceurs
Et j'aimerais citer Lao Tse, qui est un sage, qui dit que l'homme qui ne tente rien ne se trompe qu'une fois. Ça sera ma conclusion. J'aurais bien aimé la trouver pour la conclusion, là, le nouveau EO, quoi. Tu vois, Olivier, on assume la philosophie sur The Programmatic Society. Donc, Olivier, le mot de la fin, ça sera pour toi. Tu succèdes à Lao Tse quand même. Olivier Métier. La pression est haute. Non, une nouvelle ère et une nouvelle ère AIRE. Une nouvelle ère de jeu, AIRE. Une nouvelle ère parce qu'il va falloir faire les choses différemment. Et puis, au final, on progresse le plus haut, le plus vite, sous les contraintes les plus fortes. Donc, il y a aussi une énorme opportunité de faire les choses différemment, de repenser les choses, et toujours dans cet aspect héroïste qui, au final, guide l'ensemble des acteurs de la chaîne. Ne l'oublions pas. Merci Olivier, merci Gary, merci Amanda de nous avoir ouvert les chakras autour justement de cette performance publicitaire qui est, j'allais dire, l'essence même de pourquoi nous existons sur ce marché publicitaire, parce que nous sommes au service tout d'abord des annonceurs et nous leur devons une performance publicitaire. Performance publicitaire qui rentre dans une nouvelle ère, pour reprendre ton terme Amanda, qui a été réexploité également par Olivier, mais également une nouvelle ère de jeu, et cela c'est effectivement l'expression que tu as utilisée et qui est tout à fait vraie Olivier, et comme je le dis, une nouvelle ère de jeu qui nous permettrait autour d'une organisation des AdTech unis de répondre à cette volonté de meilleure coordination entre les technologies et les acteurs qui font la publicité programmatique au quotidien, au service cette fois-ci de la performance publicitaire des annonceurs. Donc merci beaucoup. Merci Michel. Merci à vous. Ainsi s'achève ce débat autour de la performance publicitaire à l'ère du cookie-less. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à OptiDigital et SmileWanted pour leur soutien, ainsi qu'à notre partenaire média Redcard, partenaire opérationnel, le MBA spécialisé Digital Marketing and Business de l'EFAP. Merci également à l'ensemble des équipes d'Altis Media pour la réalisation de ce programme. Post-production, traduction et sous-titrage par Uptown.